Bien, en tout cas, merci beaucoup pour votre invitation et pour votre accueil. Vous m'avez demandé ce soir d'essayer de faire réfléchir à la question des directives anticipées, qui est un des aspects du droit français. Et je vais vous expliquer un peu la complexité de cette notion des directives anticipées. Et puis on aura un temps d'échange et comme vous le disiez, moi je suis à votre disposition pour toute question relative à un domaine dans lequel je peux avoir un peu de capacité à vous répondre, hein, c'est-à-dire tout ce qui est dimension éthique, fin de vie, toutes ces questions, tout ce qui est en train de se tramer, mais je sais que vous en avez, ça a été l'objet de la dernière conférence, si j'ai bien compris. Donc, enfin, si les questions se tournent autour de tout cela, je vous propose puisque nous parlons de choses compliquées, je vous propose d'être simple. Alors, sur la question des directives anticipées, d'ailleurs, vous aviez posé une question, c'est ce que me rappelait monsieur journaliste là, qui m'a interviewé hier ou avant-hier, décider pour soi-même d'une limite à l'intervention de la médecine. C'est ce que vous aviez marqué, je crois, dans le titre. Non, mais c'est très juste. Hein. Je vais d'abord peut-être vous rappeler le droit français. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette notion de directive anticipée, si vous voulez bien, de manière à ce qu'on parle la même langue après. Vous expliquer pourquoi est arrivé dans le droit français cette idée qu'il fallait que chacun d'entre nous puisse décider du pas de trop ou de ce qu'il ne veut pas, etc. Et puis je rentrerai dans la complexité, si vous voulez, parce que je pense que le mot est simple, directive anticipée. Bon, on écrit ce qu'on n'a pas envie qu'il advienne, entre guillemets, mais la réalité est très complexe et je vous expliquerai pourquoi en France, alors que la loi qui a mis en place ce concept ou cet outil des directives anticipées date de 2005. Pourquoi on a aujourd'hui seulement entre 12 et 13% des Français qui écrivent des directives anticipées alors qu'elles seraient utiles? Pourquoi il y a un tel hiatus entre l'utilité, le besoin et puis la réalité? Alors, quand on parle de directives anticipées, donc on parle d'un document que chacun d'entre nous peut écrire quand il se projette dans une perspective dans laquelle il n'a pas envie de se projeter d'ailleurs. C'est-à-dire sa fin de vie, sa possibilité d'être malade, et éventuellement d'ailleurs de ne pas pouvoir guérir de la maladie, éventuellement de mourir. Appelons un chat un chat. Enfin, j'espère que je ne vous choque pas en parlant comme ça, mais je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'autres issues que celle-ci. Hein. Il y a une forme d'égalité dans notre société, c'est que chacun d'entre nous finit de la même manière, hein, riche ou pauvre. Donc, en parler quand on va bien, je vous le dirai tout à l'heure, ce qui est mon cas, ce n'est pas très compliqué. C'est plus compliqué lorsqu'on est confronté soi-même à cette question de la fin de vie. Mais en tout cas, la notion de directive anticipée, inscrite dans la loi depuis 2005, renforcée par une autre loi en 2016, signifie que chacun d'entre nous, malade ou pas malade, peut, s'il se projette dans un état dans lequel il pense qu'il peut se trouver, peut dire ce qui lui semblerait déraisonnable, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il aimerait qu'on ne lui fasse pas, ou qu'est-ce qu'il aimerait qu'on lui fasse, mais je viendrai sur le fait que, par exemple, il y a des choses qu'on aimerait, par exemple, c'est continuer à vivre éternellement sans entrave. On peut écrire ça, mais ça ne sert à rien, si vous voulez bien. Je pense qu'il n'est pas possible de demander l'impossible. Hein. Donc, mais plutôt s'imaginer dans une situation dans laquelle on ne souhaiterait pas se retrouver. Ça a été très médiatisé, cette question des directives anticipées lors de l'affaire Vincent Lambert. Vous vous rappelez de cette affaire Vincent Lambert était alors je connais son dossier pour avoir été nommé par la justice pour l'expertiser, ce dossier, donc, mais c'est un peu l'archétype de questions qu'on pourrait évoquer ensemble, hein, mais Vincent Lambert s'est trouvé dans cet état, on appelle ça un état végétatif chronique, c'est-à-dire en fait une altération profonde, quasi totale de la conscience,
humaine, mais pas d'altération des capacités vitales. Donc c'est quelqu'un qui respirait spontanément, qui avait le cœur qui battait, et qui, s'il n'avait pas été nourri et soigné au sens serait mort. Et vous vous rappelez de cette discussion qui a défrayé la chronique, beaucoup intéressé les médias, parce qu'elle mettait en tension au sein d'une famille des personnes qui estimaient qu'il fallait arrêter de contribuer à maintenir en vie une personne qui aurait exprimé qu'elle n'aurait pas souhaité se trouver dans cet état, et une autre partie de la famille disant que la vie ayant une dimension un peu sacrée, je ne porte pas de jugement derrière tout cela, il eût été sacrilège d'arrêter les traitements, en l'occurrence la nutrition artificielle qui le maintenait artificiellement en vie. Et les choses auraient été plus simples si cet homme avait écrit lui-même des directives anticipées. S'il avait écrit, si nous avions été en possession d'un document où il aurait écrit « Si je me trouve dans un état végétatif chronique et que ma vie est une vie dénuée de conscience, de capacité à m'exprimer avec autrui et d'être conscient de l'environnement dans lequel je suis, si ma vie n'est plus marquée par la conscience et que je suis totalement dépendant d'autrui, ce qui est la réalité, s'il avait écrit « Je souhaite qu'on ne me maintienne pas artificiellement en vie », il eût été obligatoire d'arrêter les traitements qui le maintenaient en vie, en l'occurrence le fait de le nourrir artificiellement. Il eût été aussi obligatoire au titre de la loi, puisqu'on arrêtait de le nourrir en quelque sorte, de l'endormir pour qu'il ne souffre pas des conséquences de l'arrêt de la nutrition. Et il serait mort. C'est finalement ce qui s'est passé, parce qu'une partie de sa famille s'est souvenue qu'il avait dit ça. Il avait dit ça. Cet homme était un ancien infirmier qui, pendant ses études, s'était exprimé sur cette question-là. Et il avait d'ailleurs été enregistré, filmé, comme vous le faites là, mais des années auparavant. Et ce document a été un document déterminant pour la justice. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Enfin, la justice avait été saisie, puis le recours au Conseil d'État, puis la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, je me souviens avoir été à Strasbourg, moi, il y avait quelque chose d'extrêmement tendu autour de tout cela. Et parce que ses collègues de promotion de l'époque ont retrouvé cette cassette où il avait été enregistré, ça a été un élément déterminant, ce qui a amené la justice européenne et française à valider le fait que l'on pouvait arrêter un traitement qui apparaissait déraisonnable, parce que le patient, même s'il n'avait pas écrit de directive anticipée, l'avait exprimé. Et il était déraisonnable pour le patient. Il y a à situation égale des personnes qui voient les choses différemment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas déraisonnable. Il ne s'agit pas pour moi de dire la vie n'a plus de sens quand on est dans tel état. Je pense qu'alors là, on serait dans une dérive, littéralement. Donc vous voyez, le législateur, voyant cela, s'est dit, et en particulier les deux députés Alain Claes et Jean Leonetti, en 2016, ont renforcé les droits autour de tout ça en disant les directives anticipées sont donc un document écrit par la personne elle-même, disant ce qu'elle ne souhaiterait pas si elle se trouvait dans l'état d'une pathologie évoluée, etc. Les directives anticipées peuvent être écrites lorsqu'on n'est pas malade ou lorsqu'on est malade. Je reviendrai sur la différence qu'il y a quand même entre ces deux situations. Elles sont datées, mais elles n'ont pas de durée de validité. Elles sont indéfiniment valables, sauf si la personne les révise, tant qu'elle peut les réviser. En fait, elles servent à prendre une décision médicale au nom de la personne, quand la personne ne peut plus s'exprimer, mais qu'elle l'a fait par écrit. Si c'est pas clair ce que je vous dis, vous me faites des sémaphores, j'explique. Donc c'est un document écrit qui a une valeur au plan juridique extrêmement importante, puisque du coup, depuis 2016, ce qu'écrit la personne malade de ce qu'elle ne souhaiterait pas qu'on lui fasse, ce qu'elle souhaiterait qu'on arrête ou qu'on n'introduise pas, c'est contraignant pour les médecins.
c'est contraignant, c'est-à-dire qu'on est obligé d'accepter cela, même si ça m'est arrivé récemment chez une personne qui avait une tumeur cérébrale, qui avait écrit des directives anticipées en disant qu'à partir du moment où elle perdrait la capacité de s'exprimer, la vie n'aurait plus de sens pour elle. Et qu'à partir du moment où l'évolution de sa tumeur serait telle qu'elle ne peut plus exprimer son avis, elle considérait que tout ce qui serait fait, qui pourrait contribuer à la maintenir en vie, serait nul et non avenu, et elle ne le souhaitait pas. Et il y a eu une tension, je m'en rappelle, avec les médecins qui soignaient cette jeune personne d'ailleurs, puisqu'eux pensaient que des traitements étaient encore possibles. Mais que ces traitements n'avaient aucune garantie d'améliorer sa conscience, en quelque sorte. Donc il a fallu, contre l'avis des médecins, enfin, les médecins qui ont bien compris cette affaire-là, mais l'avis de cette personne, qui ne pouvait plus s'exprimer, mais qui avait exprimé cet avis par écrit, a prévalu sur l'avis de la médecine. Ça, c'est le droit français aujourd'hui. Donc c'est important que vous l'entendiez, c'est quelque chose qui fait que la personne malade, dans notre droit et dans notre système de santé, est a priori celle qui décide de ce qui est bon ou pas bon pour elle. On ne peut pas décider pour autrui. Et d'ailleurs, ce que dit la loi française, ça signifie quelque chose. Pourquoi en France? Parce qu'on aime beaucoup les lois en France. Hein. On fabrique beaucoup de lois à la minute, mais en fait, ça signifie le fait qu'on était obligé de dire que ce que disait ou affirmait une personne, c'était ce qui comptait le plus, et plus que ce que peut dire par exemple un médecin. Ça veut dire que ça ne se passait pas comme ça avant. En fait, depuis les lois Kouchner en 2002, ce qu'on appelait les droits des malades, en réalité, il y a eu une espèce de basculement, de changement de paradigme dans le domaine de la médecine. Avant, je me souviens, lorsque j'étais jeune médecin, je pense que vous aviez la même formation, on nous apprenait qu'il ne fallait pas embêter le malade avec des décisions. C'était à nous de prendre les décisions pour lui. On savait ce qui était bon pour autrui. On nous enseignait cela. Et il y a eu le sida, par exemple. Il y a eu l'affaire du sang contaminé. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont terni la position de la médecine. Et puis il y a eu des abus de pouvoir dans le domaine de la médecine. Alors je généralise bien entendu pas en disant cela, puis je ne veux pas être iconoclaste. Je suis médecin et je ne vais pas dire que tous les médecins sont... Mais il y a eu comme une forme de méfiance vis-à-vis du pouvoir médical qui a amené petit à petit le législateur à limiter la possibilité du médecin, puis sur un plan de la réflexion éthique, de dire, mais au fait, qui serais-je, moi, en tant que médecin, pour décider de ce qui est bon pour autrui? Au nom de quoi saurais-je la valeur de la vie ou le sens de l'existence d'autrui? Ce sont des questions très individuelles. Et depuis ces lois, nous avons, par exemple, en tant que médecin, le devoir d'expliciter aux patients ce qu'ils ont, ce qu'on peut leur faire, les possibilités et les limites de ce que l'on peut faire. Et en théorie, nous devons positionner la personne malade en capacité de décider. Alors souvent, nous échangeons rapidement avec un collègue tout à l'heure, c'est dans la relation entre un soignant et la personne malade que tout cela s'élabore. Ça se fait, à mon avis, par la parole. C'est un cheminement, tout cela. Hein. Mais en tout cas, le droit a jugé, le législateur français a jugé nécessaire d'inscrire le fait que c'est le principal intéressé qui est le principal concerné quand il est malade et qui doit décider de lui. Et donc, je reviens sur cette notion de directive anticipée, ça va même plus loin, puisque le principal intéressé peut décider, même quand il n'est plus en capacité de décider, s'il a écrit ce qu'il ne voudrait pas en particulier. Ça, c'est le droit, c'est le contexte du droit. Maintenant, je vais vous dire la réalité, parce que du coup, c'est assez simple de comprendre cet outil que sont les directives anticipées. Mais comme je vous le disais en préambule de mon propos, comment se fait-il que si peu de personnes les écrivent, ces directives anticipées? Longtemps, on a dit c'est parce que les gens ne savent pas. On ne leur a pas expliqué. Peut-être il faut continuer les explications, c'est ce que vous faites, à mon avis. Là, ça s'apparente à une forme d'éducation. Mais à mon avis, ça n'est pas qu'une question
C'est une question d'information, c'est ce que vous faites et vous faites bien de le faire, il faut que les gens sachent qu'ils peuvent écrire des directives anticipées. Mais je voudrais vous expliquer la complexité qu'il y a derrière un mot comme celui-ci, directive anticipée. C'est quelque chose qui peut apparaître simple quand on est bien portant. Vous avez peut-être remarqué ça, on est assez clair quand on va bien. Sur ce qu'on ne voudrait pas, sur... Faites l'essai, puisque les directives anticipées peuvent être écrites lorsqu'on n'est pas malade. Faites l'essai de vous projeter dans une situation dans laquelle vous ne souhaiteriez pas être, bien entendu. Allez plus loin, d'écrire ce que vous ne voudriez pas. Vous verrez qu'entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, et ce qu'on va écrire, c'est-à-dire que écrire, c'est engager, c'est éclairer sa pensée, hein. Ça devient déjà plus compliqué, parce qu'en fait, on doute. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on sait quand on n'est pas malade? Si je suis honnête, je dis qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est qu'être malade, puisqu'on ne l'est pas. Donc comment pourrions-nous prendre des décisions concernant un état dans lequel nous ne sommes pas? Comment pourrions-nous prendre des décisions concernant un état dans lequel nous ne sommes pas, mais dans lequel nous ne souhaitons pas être? Sauf à être un peu pervers, je ne connais personne qui dise « qu'est-ce que je rêve d'être très malade au point de vouloir décider d'arrêter les traitements, par exemple. » Donc vous voyez déjà que c'est, à mon avis, ce qui explique le peu de directives anticipées, c'est la difficulté à réaliser tout cela. C'est même, je dirais, l'impossibilité pour certains d'entre nous de se projeter dans un état dans lequel on n'a pas envie d'aller. C'est parfois même une forme de dénégation, c'est-à-dire c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais donc c'est difficile. On pourrait dire, mais finalement c'est un outil qui peut être très utile quand les gens sont malades, quand ils tombent malades. Quand on est atteint d'une maladie, et singulièrement d'une maladie grave, et singulièrement d'une maladie dont on sait qu'on ne sait pas la guérir, par exemple. Évidemment, quand on sait guérir, tout va bien. Mais j'espère que je ne vais pas vous foutre le moral à zéro. Mais, en fait, il ne faut quand même pas se leurrer. Nous sommes un peu triomphants, souvent, nous les médecins, mais si nous regardons avec un peu de hauteur ce que nous faisons, certes, la médecine a énormément progressé, enfin, je vous propose de ne pas discuter ça, parce que ça me semble une évidence, même si on est dans une période un peu complotiste, où il faut remettre en question tout. Bon, j'entends même dire que la Terre serait plate à nouveau, donc non, je pense comme moi, que vous voyez, et puis d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, nous n'avons qu'à nous regarder comme la jeunesse que nous représentons quand même. Il y a un vieillissement dans notre société qui est de bon augure, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps en forme, sans maladie, sans handicap ou avec des petits ennuis, mais... Et donc ça, c'est le fruit des progrès de la médecine. On guérit des maladies dont on mourait avant, on guérit plus de la moitié des cancers dont on mourait tout de même, enfin... Et puis je pense que le progrès ne s'arrêtera pas de si peu, et que les avancées techniques et scientifiques de la médecine vont nous amener, je pense qu'on peut le dire, là, dans la décennie qui vient, à avoir des traitements des maladies qu'on ne savait encore pas guérir, les maladies neuroévolutives. On commence à avoir des perspectives de traitement, enfin raisonnablement, il ne s'agit pas de promettre des choses qu'on ne peut pas tenir, mais... Donc certes, on guérit des maladies, mais soyons honnêtes, restons humbles. Il y a quand même beaucoup de situations qu'on ne sait pas guérir. Et puis qu'est-ce qui s'est passé avec le progrès dans le domaine de la médecine, progrès réel? C'est qu'il a généré quelque chose qu'on n'avait pas pensé. C'est qu'on peut vivre longtemps avec des maladies qui ne vont pas guérir maintenant. Avant, si on était malade, si on était mort, quoi, en gros. Enfin, on avait le traitement, il marchait ou il ne marchait pas. Et aujourd'hui, on rend possible la vie avec des séquelles de la maladie, des séquelles des traitements, séquelles qui elles-mêmes vont parfois entraver complètement la qualité de l'existence, voire le sens même qu'on peut donner à notre existence. Donc on fabrique, sans s'en rendre compte, corrélativement au progrès, on fabrique des situations de grande complexité qui confrontent la personne malade à la question de sa propre finitude, en miroir de la question de du sens de sa vie. C'est des questions très complexes, c'est des questions sur lesquelles les réponses ne sont pas, ben voilà, quand on est à ce degré de maladie, c'est comme si on était mort, ça n'a plus de sens, etc. Vous voyez bien que chacun d'entre nous fait ce qu'il peut avec ces situations-là. Certains d'entre nous, et j'en vois souvent dans mon activité clinique, sont capables de transcender des situations épouvantables. Vues de l'extérieur, on pourrait
si on devait penser pour autrui, quand je vois certains malades extrêmement dépendants, j'aurais tendance à me dire, mais quel sens a leur existence? Elle a le sens qu'ils lui ont trouvé, ces personnes. Et je ne peux pas dire que la vie d'autrui n'a pas de sens, je peux juste constater que chacun fait ce qu'il peut avec cette question du sens, et qu'il faut beaucoup de modestie pour appréhender ces questions. D'ailleurs, ce qui est à mon avis autour du débat sur l'évolution du droit sur la fin de vie, si vous voulez, on en dit 2 mots après, mais c'est la modestie qui doit être au cœur des débats et des évolutions du droit, etc. Moi, je ne suis contre rien, pourvu qu'on reste humble autour de toutes ces questions, me semble-t-il. Mais il y a quelque chose qui m'apparaît important aujourd'hui, c'est, puisque nous parlons de directives anticipées, c'est de dire, bon, ok, du coup, comme les gens sont confrontés à des maladies graves, comme on sait aujourd'hui par la médiatisation, par l'accès à la culture Internet, si je peux dire des choses comme ça, on sait de quoi on est atteint quand même. Je crois qu'il y a une vraie évolution dans la médecine où même si c'est pas parfait, et ça ne peut pas l'être, mais aujourd'hui on nomme les choses. Avant on ne disait pas aux malades. Aujourd'hui, d'abord on est obligé. Enfin, on essaie de le faire avec tact et mesure, en respectant la possibilité de la personne d'entendre. Parfois, ça manque de tact et de mesure. Donc, chacun sachant ce qu'il a comme maladie, ce qu'il y a comme possibilité, puisque ceci lui a été expliqué, on pourrait imaginer qu'il est assez simple, lorsqu'on est malade, d'écrire ces directives anticipées. De dire, cette fois, c'est mon tour, je suis malade, je sais ce que je sais ce qu'on peut faire, je sais ce que peut faire ce qu'on peut faire, je sais les limites de tout cela, j'y réfléchis, et voilà quelles seraient les limites pour moi de l'acceptable que j'écris. Ça s'appelle les directives anticipées. Si je perds la capacité de m'exprimer, vous considérerez que mon écrit vaut expression de ma volonté. Alors, c'est pas facile. Contrairement à ce qu'on pense, parce que là, si je m'arrête là, ça reste simple, ça reste quand même très compliqué. Parce que quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui ne l'était pas avant. Et quelqu'un qui est malade, il a une perturbation de son rapport à lui-même, parce que c'est plus le même corps, le même rapport à son corps, le même rapport à soi, le même rapport à son environnement, à ses proches. Tout ceci se modifie considérablement. Et il est difficile d'être clair lorsqu'on n'est plus tout à fait soi-même, ni tout à fait un autre. Donc très difficile quand même de se projeter lorsqu'on est dans une situation comme celle-ci. D'autant plus que ce qui est avéré, cette fois par des travaux de recherche, montre que lorsque l'on est malade et que l'on exprime sa volonté en disant, voilà, à ce jour, je me sais atteint de telle ou telle maladie, j'ai compris parce que l'on m'a expliqué quelles étaient les possibilités évolutives, les possibilités de traitement, les risques qu'il y a, voilà ce que je ne souhaiterais pas, voilà ce que je ne voudrais pas comme traitement. Je reprends l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, si je perds la capacité d'exprimer ma volonté, eh bien exprimer ma volonté est très corrélé avec le sens que je donne à mon existence. Ce n'est pas une généralité ce que je vous dis, quelqu'un peut écrire cela et dire, donc à partir du moment où je perdrai la capacité d'exprimer ma volonté, je souhaiterais qu'on ne continue pas des traitements qui me maintiendraient dans une vie qui n'aurait pas de sens, puisque le sens de ma vie est lié à ma capacité d'exprimer ma conscience. Sauf que, dit comme cela, ça paraît encore assez simple, mais les travaux de recherche que nous avons pu mener, auxquels j'ai pu concourir d'ailleurs, montrent que plus les gens avancent dans leur maladie, plus ils ont tendance à changer leur regard sur leur vie, sur le sens, etc. Donc ce qui est clair à un moment ne le devient plus autant après, et je vous l'ai dit tout à l'heure, les directives anticipées sont révisables, heureusement, parce que personne n'en écrirait du coup. Elles sont révisables, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire, attendez, je pensais ça il y a quelques mois, mais aujourd'hui, finalement, après X lignes de chimiothérapie, je trouve encore du sens à mon existence, et finalement, si on peut continuer un petit peu, je suis pas hostile, tant que la vie me fait... j'y trouve du sens. Donc vous voyez, tout ce travail d'accompagnement qu'il faut, parce que du coup, les gens changent d'avis, et heureusement qu'ils changent d'avis. Je vous le disais, on est assez clair quand on n'est pas malade, sur ce qu'on veut pas, et puis quand on tombe malade, d'un seul coup on se dit, mais c'est pas aussi simple que cela.
C'est pas blanc ou noir, c'est pas binaire. Parce que du coup, quand on se projette dans un état qui est plus grave que celui dans lequel on est, déjà c'est difficile, et puis du coup, quand on se projette dans un état comme celui-ci, on projette sa subjectivité, ses peurs, ses représentations, son angoisse, voire la réminiscence de gens qu'on a connus, des proches, et qui ont eu une maladie un peu équivalente et dont la vie s'est finie de telle ou telle manière. C'est pas par rapport à nous, puisqu'on ne peut pas savoir ce qu'il va advenir. On ne le sait pas. On peut le supposer, mais pour le supposer et le représenter, on est obligé de penser à des personnes qu'on a connues. Donc ça n'est pas soi. La projection n'est pas si simple que cela. Je termine dans la complexité. C'est pas du tout pour vous décourager d'écrire vos directives anticipées. Je prendrai le temps de vous dire, à mon avis, comment il faut que cela se fasse. Hein, mais je termine pour vous dire aussi qu'il y a un état dans lequel on ne peut pas se projeter, c'est l'état de sa fin de vie et de sa mort. Parce que c'est souvent autour de tout cela qu'on dit « moi je ne voudrais pas mourir, puis je voudrais rester debout, je voudrais rester maître, etc. » Enfin, bien sûr, on aimerait ne pas se rendre compte qu'on meurt. Voilà, s'endormir. Le problème de la question de la projection autour de sa propre fin de vie et de sa mort, c'est qu'on ne peut pas avoir d'expérience, vous le savez, ça. Enfin, personne n'en est revenu, je crois, pour pouvoir dire moi je sais ce qui se passe. Donc l'absence d'expérience possible de quelque chose que l'on sait devoir arriver ne peut que générer une angoisse, puisque l'absence de connaissance génère de l'angoisse de ce qu'il peut advenir. Donc on voit bien combien toute cette question des représentations qu'on peut avoir de sa propre mort, de ses propres peurs, tout cela, ça doit être dit pour pouvoir essayer d'avoir quelque chose d'objectif quand on travaille sur des directives anticipées. C'est pour ça que je pense que le législateur se trompe un peu lorsqu'il pense que le simple fait d'avoir écrit dans une loi on recommande d'écrire des directives anticipées auxquelles on ne pourrait plus exprimer sa volonté pour qu'elles soient contraignantes et que finalement les médecins s'appuient sur ces directives pour pouvoir prendre des décisions qui seraient les décisions que nous aurions souhaité qu'ils prennent si nous avions pu leur exprimer, entre guillemets. Mais en réalité, vous voyez bien que c'est très simple de le dire comme ça, mais la réalité, c'est que, en fait, c'est pas un fait, c'est pas un acte, la directive anticipée, c'est un processus. C'est quelque chose qui doit être le fruit d'un cheminement personnel, d'un travail personnel qui est aidé par autrui, par des proches, par des médecins, par des infirmières qui cheminent avec nous à mesure que l'on peut envisager ce qu'il va possiblement advenir. Il faut que nous trouvions des interlocuteurs pour pouvoir en parler, démystifier certaines choses, être dans l'objectivité autant qu'on peut l'être, dans l'objectivation de ce qu'il peut arriver. Donc c'est un vrai travail pour moi d'accompagnement des personnes qui est de nature, quand on parle de ce que l'on craint qu'il advienne, mais de ce que l'on sait qu'il va advenir, quand on arrive à en parler, l'angoisse qu'il y a quand on n'en parle pas, elle diminue. Et donc il faut, à mon avis, développer ces approches partenariales, ces processus de dialogue. Le seul souci que nous avons dans notre système de santé, c'est que c'est pas valorisé, ça. On aimerait que finalement, on tend un papier au malade, voilà, on vous explique ce que vous avez, écrivez vos directives anticipées. Je pense qu'on aimerait que ça puisse se faire comme ça, mais ça ne peut pas se faire comme ça au titre de ce que je viens de vous expliquer. En réalité, il faut du temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Vous le savez, hein, quand on est malade, c'est pas si simple que ça de parler de tout cela. Parce qu'en fait, on a envahi, le champ de sa conscience est envahi par l'angoisse et les représentations. Donc il faut y aller à petits pas quand on dialogue avec une personne malade pour l'aider à cheminer, l'aider à comprendre, l'aider à connaître, partager une connaissance. Le médecin ou le soignant découvre aussi qui est la personne, entre guillemets, parce qu'il sait que ce qu'il sait, le médecin, il ne sait pas qui est l'autre. Hein. Et c'est dans ce cheminement que peuvent s'envisager les perspectives, les possibilités, les limites. Et puis c'est au terme de ce dialogue, de ce cheminement, que peuvent même s'élaborer des écrits qui constituent des directives anticipées. Je vous dis ça parce qu'il se trouve que dans certaines de mes fonctions actuelles, je suis amené à réfléchir à la réforme de notre système de santé qui est en crise.
parlait tout à l'heure, qui est une crise profonde, une crise du sens de ce que soigner veut dire, de mon point de vue. Hein. Au-delà de... D'ailleurs, c'est ce qui explique que certains soignants quittent le métier, ils sont nombreux. C'est une espèce de crise d'évolution. C'est une crise que nous partageons avec d'autres systèmes de santé. Hein. Dans d'autres pays qui ont des systèmes développés, on a aussi des crises graves, gravissimes des systèmes de santé. C'est pas que de la politique politicienne, tout cela, il n'y a pas les bons et méchants, entre guillemets, mais c'est une crise de croissance. C'est-à-dire que nos systèmes de santé ont conduit à des progrès évidents, comme je vous le disais tout à l'heure, en développant la technique et la science, mais en déshabillant en quelque sorte les humanités. Et les progrès, comme je vous le disais, se sont accompagnés d'un impensé, qui est la complexité, dont je vous parlais tout à l'heure, ces situations complexes, de gens qui ont plusieurs maladies, des maladies graves, qu'on peut freiner, qu'on peut ralentir, on peut vivre avec des maladies chroniques, etc. C'était pas si vrai que cela il y a 10 ans, et encore moins il y a 20 et il y a 30 ans. Et donc les soignants et les malades ont besoin de temps pour se rencontrer, dialoguer, parler, comprendre, connaître, éprouver, etc. Et tout ceci se fait dans un moment où, au contraire, on voudrait que nos systèmes de santé, au nom de référence à la performance, soient des systèmes qui produisent de plus en plus vite des résultats. C'est-à-dire que l'humain a tendance à disparaître en quelque sorte dans ce système. Et dans ce que je vous dis là, moi, il y a besoin d'humain, il y a besoin de temps, il y a surtout besoin de se taire, d'écouter, de temps de proximité avec les malades. Et il va falloir, c'est une des pistes, à mon avis, de la réforme de notre système de santé, que nous reconnaissions, que nous valorisions ce soin-là, ce soin. Il a de la valeur, et comme il n'est pas valorisé, c'est comme s'il était dévalorisé. C'est pourquoi, à mon avis, je pense qu'il faut, certes que nous parlions beaucoup des directives anticipées, mais que nous nous donnions les moyens de faire en sorte qu'elles puissent être une réalité. Donc j'espère que je ne démolis pas le sujet que vous vouliez que j'aborde ce soir, mais je pense qu'il faut que chacun d'entre nous essaie de réfléchir à ce que l'on sait qu'il va advenir de chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous essaie de se projeter, chacun d'entre nous essaie de se dire qu'est-ce qui serait inacceptable là où j'en suis aujourd'hui pour moi. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple personnel. Lorsque j'avais été sollicité au titre de la justice française pour expertiser le dossier de Vincent Lambert, je m'étais dit, mais moi je vais les écrire dans les directives anticipées parce que cette situation est épouvantable. Il se trouve qu'en tant que chercheur, j'ai travaillé sur les 1500 personnes qui sont en état végétatif chronique en France, en essayant de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut être la vie quand on n'a plus de conscience, en essayant de comprendre ça, en travaillant avec des neuroscientifiques, etc. Et plus je m'enfonçais dans ce travail de recherche et de connaissance de la complexité abyssale de ce sujet, à mon avis, plus je me disais, moi, si c'est possible, je ne souhaiterais pas me retrouver dans cet état-là. Donc je vais écrire des directives anticipées, ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, c'est clair, hein, moi je ne veux pas être dans cet état-là. D'accord. Je me suis mis à essayer d'écrire des directives anticipées. J'ai tourné autour de ma feuille de papier assez longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à les écrire. Parce qu'il y a un moment où je me suis dit, oui, je ne vois pas qui pourrait écrire, j'ai envie d'être en état végétatif chronique. Enfin, ou alors, il y a quelque chose d'une pathologie derrière tout cela. Hein. Mais que sais-je, moi, de ce que j'éprouverais à ce moment-là? Et que sais-je aujourd'hui de ce que je penserai lorsque je serai dans cet état-là? Alors j'ai fini par écrire. A priori, à ce jour, je ne souhaitais pas me retrouver dans cet état-là. Et que toute situation où il y aurait forte probabilité pour que je me trouve dans un état pareil conduirait à essayer de respecter l'envie que j'avais qu'on ne me maintienne pas artificiellement en vie, sauf, et j'ai mis un petit codicile en disant mais je souhaite qu'on en parle à ma personne de confiance, qui est ma compagne, qui n'a pas été très contente que je lui colle ça en disant donc je l'ai rayé, puis je l'ai remis, et puis je l'ai laissé quand même, parce qu'effectivement, je pense bien que ça nécessite un autre regard que celui qui est le mien, c'est celui de celui qui nous est proche aussi. Vous voyez combien c'est compliqué tout cela. Pour vous dire que même celui qui vous parle et qui vous dit « il faut les écrire, les directives anticipées », il n'a pas été foutu de le faire, clairement. Et j'ai fait ça encore l'année dernière avec mes étudiants à la faculté de médecine, en leur faisant faire un exercice réel d'écriture de directives anticipées. Il n'y a rien de mieux
que de rentrer dans la complexité de cela pour qu'ensuite les gens comprennent que c'est compliqué, que ça prend du temps, que ça ne peut pas être résolu par une simple feuille de papier à remplir, entre guillemets. Mais c'est quelque chose de très important, en revanche. C'est pas tant le résultat, la directive anticipée, que le chemin qui conduit, ou pas, à la directive anticipée, mais le cheminement, le dialogue, la parole. J'ai pu constater, et nous avons montré dans quelques travaux de recherche, comment cette parole, cet accompagnement, conduit à beaucoup plus de sérénité lorsqu'on est atteint d'une maladie grave que lorsqu'on repousse sans cesse ce sujet. Et en fait, ce n'est pas tellement la directive anticipée qui compte, c'est le fait qu'on chemine, qu'on parle, et plus on est dans ce travail, ce cheminement, plus l'instant présent, on le vit avec quelque chose qui a forcément du sens, parce que c'est du présent. Je ne sais pas si ce que je vous dis est clair. En revanche, quand on a peur, quand on est angoissé, quand on est envahi par l'angoisse, on repousse toujours le sujet. Et finalement, on ne vit pas. Ou on vit plus difficilement. Donc vous voyez bien que derrière la notion de directive anticipée, qui est une chose oui, non, blanc, noir, etc., il y a quelque chose de très complexe qui m'apparaît être extrêmement important à conduire. Chacun d'entre nous, en tant que citoyen, doit commencer à penser à sa propre finitude. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On n'a encore pas trouvé le remède pour nous rendre immortels, puis est-ce que ça serait souhaitable? J'en suis pas sûr, parce qu'on serait capable, vous imaginez les conséquences, si nous trouvions... Certains y réfléchissent, à trouver des possibilités d'augmenter l'espérance de vie de façon considérable. Mais imaginez ce qui se passerait, si nous vivions de façon... éternel. Je vous le donne en mille, je pense qu'on s'emmerderait d'ailleurs. Parce que je vous rappelle quand même que la question du sens, l'homme est cet animal étrange qui, parce qu'il a été doté d'une conscience, a compris qu'il était mortel, et parce qu'il a compris qu'il était mortel, a cherché du sens à ce qu'il vit. Donc nous pourrions perdre cette capacité de trouver du sens, ce qui serait quand même insensé. Donc, eh bien, puisque nous sommes mortels, puisque nous sommes malheureusement destinés à mourir, songeons-y. Si je peux me permettre de vous renvoyer à un philosophe qui s'appelle Montaigne. Relisez Montaigne. Apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Et je trouve qu'il y a quelque chose de la sagesse à avoir quand on aborde ces questions. Les mouvements du monde m'apparaissent des fois en tant que... Alors il se trouve que je suis médecin, que j'ai une thèse de philosophie, que je travaille aussi comme enseignant en philosophie, mais je trouve que toutes ces questions autour de la vie, du sens de la vie, de la place de la mort pour apprécier la vie, est quelque chose d'assez fondamental. Et donc, parler de directive anticipée, c'est aborder un sujet que nous aurions tendance à repousser, et en parler, ça peut contribuer à donner du sens à la vie, à des personnes qui pourtant interrogent en permanence la question du sens. Donc en cela, c'est quelque chose de fondamental. Qu'on arrive à l'écrire, c'est encore mieux, ça a plein de valeurs, c'est contraignant pour les médecins, etc. Mais quoi qu'il en soit, ce cheminement m'apparaît être un cheminement essentiel. Si nous apprenions à réfléchir à notre propre finitude, je pense que nous serions moins stressés. Et je vous recommande ce conseil quand même. Dans une période où le stress est assez important, je pense qu'il faut apprendre à réfléchir à cette question de la relativité de l'existence, de toute façon. Je m'arrête là, je ne sais pas si... Je vous ai peut-être complètement embrouillé autour de tout cela, mais je m'arrête là, mais je suis à votre disposition. Alors, je vous le rappelle, autour de ces questions-là, puis autour d'autres questions, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci, il n'y a que des soucis d'ailleurs, mais... Voilà, merci. Ça peut être compliqué parce que les avancées de la médecine vont plus vite que notre capacité à les suivre, souvent. Il se trouve par exemple dans le champ du cancer, qui est un domaine dans lequel j'ai beaucoup collaboré, il ne se passe pas un mois sans qu'on ne découvre pas un nouveau traitement. Donc quand vous êtes en face d'une directive anticipée qui dit si je suis dans tel état, je ne souhaite pas qu'on poursuive ou qu'on entreprenne des traitements, et que vous dites moi,
il me semble que le traitement que je connais là pourrait améliorer la personne. C'est une forme de dilemme éthique qui met en difficulté le médecin. Je dis bien dilemme hein, parce que je ferai un procès d'intention à personne dans cette affaire-là, mais qui peut être sûr de soi dans cette affaire? Non, c'est assez fréquent que les médecins nous disent « je me rappelle de quelqu'un qui a survécu alors qu'on pensait qu'il a... » etc. C'est souvent qu'on entend des histoires comme celle-ci. Mais la science n'aime pas les histoires singulières. Elle aime les statistiques, etc. Et c'est normal. Et donc, il faut que nous fassions confiance à la personne qui a écrit, qui a été capable d'écrire cela. Moi, je suis impressionné des personnes, des 12% de Français qui ont pu écrire des directives anticipées. Je pense qu'il n'y en a même pas 12% d'ailleurs, parce qu'il y en a qui écrivent des trucs, ça ne veut rien dire. Enfin, je ne voudrais pas d'acharnement thérapeutique. Ben, oui, personne ne veut d'acharnement thérapeutique, donc on peut tous écrire ça. C'est même donc pas la peine de l'écrire, ça. Mais ça serait quoi pour vous, l'acharnement thérapeutique? Qu'est-ce qui serait constitutif de la notion d'acharnement? Qu'est-ce qui vous apparaîtrait, vous, déraisonnable? Et quand vous raisonnez comme ça, d'un seul coup, les gens disent... Et quand vous allez dans le détail, finalement, en dialoguant avec les gens, ils vous disent « Ah non, mais ça c'est peut-être possible quand même. Ce qui, pour l'un, peut apparaître excessif, pour l'autre, apparaît quand même le minimum qu'il faille faire, etc. » Donc c'est compliqué, tout cela, et c'est heureux que ça soit compliqué, parce que si c'était simple, ça serait... une équation suffirait à résoudre ces questions. On est dans l'humain, on est dans l'humain complexe, on est dans l'humain qui gère ses peurs, ses angoisses, et on est aussi dans une médecine qui est capable du meilleur et du pire. On est dans une médecine qui est capable de fabriquer des situations d'une telle complexité qu'elles peuvent engendrer du non-sens de ce que vivre veut dire. On le sait. La difficulté en médecine, c'est pas de faire, c'est de ne pas faire. Je parle du médecin. La difficulté pour un médecin, confronté aux limites du savoir, c'est de se dire est-ce que je fais parce que je pense qu'on peut faire, ou je décide de ne pas faire parce que je pense que le risque d'engendrer plus de souffrance que de bénéfices ne mérite pas qu'on engage les choses. C'est très difficile de décider de ne pas faire. C'est pourquoi d'ailleurs le cheminement des malades et la volonté des malades est quelque chose d'extrêmement important. Heureusement que c'est important d'ailleurs. Ça facilite énormément le travail. Ça va diminuer un peu la densité du doute que nous avons lorsque nous prenons des décisions dans ces situations-là. Donc moi je pense réellement que cette question ne peut pas être réduite à... comme on le voit souvent dans des dossiers, patient a-t-il écrit des directives anticipées? Oui, non. Enfin, de ce que je viens de vous dire, c'est à peine plus compliqué que tout cela, et c'est beaucoup plus compliqué. Oui, moi je pense que si on le peut, j'ai été pendant un temps de ma carrière médecin de campagne. Après avoir été médecin interniste, j'ai été médecin de campagne en Haute-Saône. Et je me rappelle de la relation qu'on pouvait nouer avec les personnes malades dont on connaissait l'histoire, la biographie, la vie, l'environnement, ce qu'un médecin hospitalier connaît beaucoup moins, voire ne connaît pas, entre guillemets. Et dans cette relation particulière, et j'imagine que c'est exactement la même chose avec les infirmières libérales, etc., dans cette relation particulière, il est moins difficile d'aborder ces questions difficiles. Mais là aussi, à condition d'avoir du temps, et plus que du temps, alors à condition d'avoir des médecins, je parle dans une région où... oui, à condition d'avoir des médecins, à condition d'avoir des médecins qui aient du temps, et au-delà de la question d'avoir du temps, c'est d'être disponible pour ça. Parce qu'on peut avoir beaucoup de temps, mais ne pas être disponible pour ces questions complexes. Parce que ça nécessiterait, ce que j'aurais plaidé sans succès pendant toute ma carrière d'universitaire, qu'on réintroduise les humanités médicales dans l'enseignement de la médecine. C'est-à-dire apprendre à douter, apprendre à penser sa propre finitude, quand on est un futur soignant qui va être confronté à la faim et à la maladie des autres. On dirait que les soignants passent une grande partie de leur énergie à essayer d'éviter de penser à cela.
parce qu'ils veulent guérir, parce qu'ils veulent soigner. Enfin, c'est une visée du bien, heureusement. Mais finalement, nous nous arrêtons assez peu sur ces questions. Sommes-nous disponibles pour écouter la souffrance existentielle d'autrui? Et souvent, on se cache derrière l'action, l'agir. On va dire, on a beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, etc. Mais en réalité, c'est très difficile. C'est un effet miroir quand quelqu'un vous parle de sa souffrance et du rapport qu'il a à la mort. Ça peut avoir un effet de résonance très complexe. Quand je dis résonance, ça peut faire rejaillir des choses qu'on a enfouies aussi. Donc nous devons nous préparer à parler de ces questions-là, mais donc il faut y penser pour soi, pour pouvoir aider autrui. Et je trouve qu'il y a là un déficit important dans nos formations, et je pense que vous pouvez faire un travail éducatif, si je peux dire les choses comme ça, autour de tout cela. Parce qu'on renverse un peu les choses. Maintenant, ce sont les patients qui nous apprennent à réfléchir à la question de la mort. Les patients, on parle de patients experts. Qui d'autre que celui qui est malade peut parler de la maladie? Pas celui qui n'est pas malade, qui le soigne. L'expertise du patient, c'est quelque chose qui est extrêmement important à entendre aujourd'hui. Donc, donner de la considération, donner du sens à ce que dit celui qui éprouve, écouter sa souffrance, ça peut nous rendre mal, nous, parce qu'on a un sentiment d'être impuissant, en quelque sorte, autour de la souffrance. On appelle ça la souffrance existentielle. Je ne parle pas de dépression, je ne parle pas de pathologie quand je vous... C'est ces gens qui vous disent, mais qu'est-ce que vivre peut signifier pour moi maintenant? Il ne s'agit pas de répondre pour les gens, de leur dire, c'est simple, vous êtes vivant, donc ça a du sens. D'ailleurs, ce genre de réponse, elle a l'art d'aggraver la souffrance, puisque celui qui éprouve la souffrance ne se trouve pas rassuré par celui qui lui dit qu'il ne souffre pas, en quelque sorte. Donc, vous voyez la difficulté qu'il y a d'écouter tout cela. Surtout dans une société où les solidarités, en plus, se sont un peu altérées. Il vaut mieux, dans nos sociétés contemporaines, être jeune, pas malade et performant. Donc à l'inverse de tous ceux dont je viens de vous parler, en quelque sorte. Donc, vous voyez bien qu'on a fabriqué dans une logique de la performance de nos sociétés libérales, on a fabriqué, sans le vouloir, bien entendu, mais on a fabriqué de la déliaison, de la désolidarisation. Je ne suis plus tout jeune, comme le montrent mes cheveux, mais j'ai des souvenirs, quand j'étais gamin, des solidarités familiales, intergénérationnelles et des solidarités de voisinage qui étaient quelque chose d'extrêmement important, à mon avis. Il y a toujours quelqu'un qui avait l'expérience de quelque chose. Aujourd'hui, c'est démerdez-vous. Enfin, excuse-moi, je suis de plus en plus radical dans mon propos, mais il y a quelque chose à repenser dans une société en crise et dans un système de santé en crise qui se situe autour de la question des solidarités. Et pas de la médecine dont je vous parle. C'est du lien social. C'est fondamental, me semble-t-il. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue à une époque où j'avais été chargé de mettre en œuvre un des plans de développement des soins palliatifs en France. J'avais dit déjà à l'époque combien je pensais qu'il y avait quelque chose qui relevait de l'éducation, autour apprendre à parler de la mort, même à l'école. Et je me rappelle du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, que j'avais rencontré du coup dans ces fonctions-là, qui m'avait dit « Écoutez, vous n'y pensez pas, vous allez faire peur aux enfants. » Et je me rappelle lui avoir dit « Sauf le respect que je vous dois, c'est à vous que je fais peur, apparemment, parce que les enfants n'ont pas peur de la mort. » À la différence de... Tous les psychologues qui ont travaillé sur le rapport de l'enfant à la mort montrent bien que ce n'est pas la mort qui fait peur à un enfant, même si l'enfant lui-même va mourir et est malade. C'est la peine qu'il fait à ses parents qui lui fait peur. Et donc on peut beaucoup plus facilement parler avec des enfants et donc les préparer à cette question-là. Mais encore faudrait-il aborder cette question. Vous savez qu'on en est même allé dans notre société à supprimer la question de la mort du programme de philosophie de terminale scientifique il y a quelques années. Ils l'ont remis, mais parce que, moi qui ai fait
des études de philosophie, on m'aurait enlevé la mort, que ça aurait été très simple comme étude, du coup, hein, parce que du coup, la question de la mort, elle est au central pour les philosophes, quoi, hein, la mère de toutes les questions, finalement. Hein. Qu'est-ce que vivre veut dire? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que... Enfin, tout ce que j'essaie de vous dire là se retrouve derrière tout cela. Hein. Pardon, je suis très long dans mes réponses. Hein. Ça a été évoqué à la faveur de cette affaire, puisque vous vous rappelez, certains disaient, mais quand même, son épouse, c'est quand même mieux ce qu'il pouvait lui avoir dit récemment, d'autant plus que ses parents, ils ne les voyaient plus, sa mère, il ne la voyait plus depuis longtemps, et puis la mère de dire, mais je sais quand même ce que... je peux dire ce que pense mon enfant. Enfin, ça a été réfléchi par le Conseil d'État, d'ailleurs, qui a fini par dire, non, on ne fera pas de hiérarchie, parce que finalement, c'est trop différent. Chez certaines personnes, le conjoint est probablement la personne, le miroir de la volonté, puis chez d'autres, c'est pas ça. Hein. Ou c'est le miroir déformant. Hein. Non mais tout est possible. Tout est... Vous le savez bien, on a tous vu des situations assez ambiguës autour de la mort. Hein. Donc, qu'est-ce qu'un proche, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'un proche? On parle de proche. La personne de confiance, c'est donc une personne que l'on désigne quand on est malade, pour pouvoir être en quelque sorte son porte-parole quand on n'aura plus la parole, quand on ne pourra plus s'exprimer. Elle va avoir un rôle qui consiste à dire, s'il pouvait s'exprimer, il dirait cela. Son rôle ne sera pas de dire « je pense que ». On s'en fout de ce que pense la personne de confiance. Mais on lui fait confiance pour être le porte-parole de celui qui n'a plus la parole. Je ne sais pas si ça va, c'est clair. Et la personne de confiance n'est pas forcément un proche. Parce que parfois, le proche ne peut pas dire ce que l'autre aurait dit tellement il ne le veut pas. Je me souviens, j'ai déjà raconté cette histoire à certains de mes étudiants, mais je me souviens d'un monsieur, c'était au moment de la loi Leonetti, au moment de l'introduction de la notion de personne de confiance, un monsieur qui dit « j'écris mes directives anticipées, tumeur cérébrale, sachant qu'il allait perdre la capacité de s'exprimer. J'écris mes directives anticipées, mais au cas où vous les perdriez ou vous ne soyez pas capable de les retrouver, dans ces dossiers qui m'ont l'air d'être pas si bien rangés que cela, je nomme une personne de confiance. Et cette personne de confiance, ça ne sera pas ma femme. » Ah bon? Pourtant, elle vous aime, votre femme? Justement. Justement, elle n'acceptera jamais de dire que je ne veux pas, qu'on me maintienne en vie. Je ne sais pas si c'est clair. Et je me rappelle parce que la personne de confiance qu'il désignait, c'était un copain. Quelqu'un qui n'était pas lié affectivement, même un copain de bistrot. Et le copain de bistrot en question, parce qu'il ne suffit pas de le désigner, il faut que l'autre accepte. Hein. Donc le copain de bistrot, on lui dit « vous voulez être la personne de confiance ?» Bon, la première fois, il sortait manifestement du bistrot, donc il a fallu le faire revenir une deuxième fois. Et la deuxième fois, il nous dit « je peux avoir un peu de temps pour réfléchir, parce que c'est pas évident pour moi de parler à la place de quelqu'un, enfin de dire ce qu'il aurait dit. Ça, on est que copains de bistrot, mais moi je l'aime beaucoup, mon copain. Là, hein, et il a dit « bah oui, je dirais ». Mais quelle affaire! L'épouse nous a engueulés en disant « mais au nom de quoi? Ce copain que je connais même pas, moi, mais je savais même pas que mon mari est au bistrot, finalement, vous me l'apprenez, là. Au nom de quoi ce gars serait en capacité? Ben, au nom qu'il est neutre. Plus neutre que vous. Et il faut expliquer tout cela. Encore de l'explication. Encore du temps. Encore du temps pour que chacun comprenne son rôle dans tout cela. Temps qui n'est pas, aujourd'hui, suffisamment valorisé dans nos systèmes de santé, me semble-t-il. Voilà, encore... dans les dossiers, on met personne de confiance, oui, non, qui. Cette personne, la parole de cette personne de confiance a plus d'importance que la parole des proches, pour dire ce que la personne dirait. Mais, à la différence des directives anticipées,
l'avis de la personne de confiance n'est pas contraignant pour le médecin, alors que les directives anticipées écrites sont contraignantes pour le médecin. C'est peut-être discutable tout cela, mais c'est un peu la nature humaine qui fait qu'on se méfie quand même toujours de ce qu'autrui dit. Je comprends, moi, que quelqu'un qui en arrive à pouvoir écrire ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse, cet écrit a une valeur inestimable, peut-être plus importante que la parole d'autrui, quand bien même cette parole est celle de quelqu'un qui a été désigné comme une personne de confiance. En gros, moi je vous recommande ceinture et bretelles, directive anticipée et personne de confiance. Oui, je vous montrerai la liste de personnes qui m'ont nommé, moi, comme personne de confiance. Médecin que je suis, alors ça m'arrive de ne pas pouvoir, en fonction des liens que j'ai, etc. Mais non, ça peut être un proche, ça peut être un soignant, ça peut être quelqu'un qui n'est ni proche ni soignant. C'est quelqu'un qui est désigné. Et c'est quelqu'un qui est désigné comme étant susceptible de dire, si c'est vous, ma personne de confiance, il faut que vous puissiez dire « Régis Aubry, je sais ce qu'il vous aurait dit ». Donc, c'est compliqué et il faut aussi que cette personne, si je vous désigne comme personne de confiance, il faut que quelqu'un vienne vous dire « Vous savez ce que ça veut dire, hein, personne de confiance, et vous êtes d'accord ?» Parce que voilà, c'est pas quelqu'un à qui on dit oh, j'ai confiance en elle. Non, c'est bien plus compliqué que cela. Il ne suffit pas d'avoir confiance en quelqu'un. C'est souvent ce que nous disent les proches quand ils ne sont pas désignés comme personne de confiance. Mais je vous jure qu'il me fait confiance. Oui, mais c'est pas le problème. C'est que là, il vous fait la plus grande confiance. Et d'ailleurs, il y a plein de choses dans lesquelles vous êtes impliqué dans votre vie, mais là, décider, dire ce qu'il dirait lui et que vous ne voudriez pas qu'il dise, eh bien, vous ne pouvez pas être en situation de personne de confiance. C'est une question importante en ce moment, ça. Est-ce que les directives anticipées peuvent être considérées comme un suicide? C'est par exemple. Quand quelqu'un dit si je n'ai plus de capacité à m'exprimer, compte tenu de l'évolution de ma maladie, je souhaite qu'on ne mette pas en route ou qu'on arrête des traitements qui peuvent contribuer à me maintenir en vie. Donc, très clairement, cela veut dire que le droit français, aujourd'hui, accepte le fait qu'on accélère la survenue de la mort, à la demande de la personne. Et je le dis autrement, en médecine, ça n'est pas parce que l'on sait faire que l'on doit faire, si faire, c'est faire souffrir. Donc oui, on accélère la survenue de la mort, mais est-ce que ça peut correspondre à une forme de suicide qui ne dirait pas son nom, c'est-à-dire quelqu'un qui veut mourir? Vous n'avez probablement pas tort. Il y a des personnes qui ne veulent pas vivre comme elles vivent là. Il y a des personnes qui probablement veulent mourir. Mais au nom de quoi les traiterions-nous contre leur gré? Enfin, pour moi, ça m'apparaît quelque chose qui... Alors, ça peut se discuter, mais ça m'apparaît important d'être respectueux de cette dimension-là. Bien sûr, d'aucuns vont mettre des éléments de nature morale derrière tout ça. Il y aura une sacralité telle de la vie qu'on ne peut pas y attenter. Mais en l'occurrence, y a-t-il une vertu à maintenir en vie quelqu'un qui ne le souhaite pas? Et y a-t-il une vertu à maintenir en vie quelqu'un pour le maintenir en souffrance? Donc vous voyez, même au niveau de la morale, je pense qu'on peut discuter cette dimension. Et je pense que ça fait le lien avec les discussions parlementaires en cours autour de ce qu'on appelle l'assistance au suicide. Alors a priori, ça n'est pas dans le projet de loi qui est discuté en ce moment. Ça a été fortement discuté par la commission spéciale du Parlement qui ajuste le projet de loi avant qu'il soit soumis au vote. Je ne porte pas de jugement derrière tout cela, hein, mais puisque du coup la question
en débat aujourd'hui, en France, c'est si on développe les soins palliatifs d'une façon drastique, parce qu'il y a vraiment du travail à faire, si on multiplie par 2, 3, 4 les moyens, pas forcément uniquement financiers, mais les moyens, je parle de formation aussi quand je vous dis cela, savoir ne pas faire, ne pas engendrer de situations qui peuvent justifier qu'on arrête les traitements. Si on engage, c'est la position du Comité national d'éthique que je vous donne là, si on engage une vraie politique volontariste avec les moyens qui vont avec, on peut engager aussi un débat sur des situations exceptionnelles, où il peut apparaître plus éthique de transgresser l'interdit de donner la mort. On peut engager un débat, c'est compliqué, c'est pas forcément une contrainte qui va être... Il faut surtout pas que ce soit une contrainte pour quiconque, tout ça, heureusement. Et le Comité national d'éthique, puis la Convention citoyenne, puis les parlementaires qui ont travaillé ce projet de loi, penchent aujourd'hui, peut-être à la lumière surtout des pays comme l'État de l'Oregon qui ont dépénalisé l'assistance au suicide, que, à ce jour, l'approche la plus respectueuse à la fois de la volonté et du devoir de solidarité, la volonté de la personne et du devoir de solidarité, serait dans certaines situations rares, même exceptionnelles, l'accès à un produit létal, ce qu'on appelle l'assistance au suicide. La condition pour ça, c'est que la personne puisse le demander. On va quand même pas trucider des gens qui ne le demandent pas. Je vous le dis, ça peut paraître évident, sauf qu'il faut avoir aussi le sens de l'histoire. Et on sait que l'histoire européenne en particulier a été marquée par cette capacité à donner la mort à des personnes au titre qu'elles étaient démentes, handicapées, etc. Vous le savez bien, c'est l'eugénisme a existé. Comme il a existé, on sait que nous sommes capables du pire, tout en sachant aussi que nous sommes capables du meilleur. Je reviens là-dessus pour aller un peu dans le sens de votre question. Je ne sais pas si c'est une réponse, d'ailleurs, ce que je vais vous dire. Je sais encore moins ce que les parlementaires en font. Mais en tout cas, au titre du Comité national d'éthique, nous avons considéré que si on estimait que la demande devait être centrale, il fallait qu'elle soit toujours actualisée, puisqu'on sait aussi par des travaux de recherche que la volonté, elle évolue. Et donc, nous en sommes arrivés à penser qu'on ne pouvait pas prendre comme argent comptant une demande qui serait inscrite dans une directive anticipée de mort assistée, en quelque sorte. Tout cela est discutable, tout ce que je vous dis peut faire l'objet de discussion, mais j'essaie de le faire au plan éthique et d'expliquer la complexité de ces questions. Je ne suis pas dans un registre, ça m'a mis parfois en difficulté d'ailleurs, militant, moi. Je ne le suis pas du tout autour de ces questions, elles sont trop complexes pour moi pour pouvoir être blanc ou noir. Mais je vois bien aujourd'hui que l'on fabrique des situations de grande complicité qui confrontent les personnes à cette question de la souffrance existentielle et qui peuvent amener certaines personnes, rares, mais c'est pas parce que c'est rare que ça n'existe pas, à un désir de mort. Mais puisqu'il se trouve que j'ai travaillé en Oregon, pour les besoins de mes travaux de recherche, et j'ai été impressionné. Ça a marqué probablement aussi un petit peu ce qu'il y a dans le projet de loi, puisque j'ai coordonné l'avis du Comité national d'éthique sur ces questions-là. Puis j'ai été auditionné par la Convention citoyenne sur ces questions, et j'ai été auditionné par la ministre et les parlementaires. Mais j'ai été impressionné par le fait qu'en Oregon, qui est un État des États-Unis, maintenant il y en a 10, qui a dépénalisé l'assistance au suicide, quand le médecin estime que l'espérance de vie est limitée à moins de 6 mois. En Oregon, c'est 6 mois. Cela autorise la personne à aller chercher un produit létal. Une personne atteinte d'une maladie grave, incurable. Ça lui permet d'aller chercher ce produit si elle le souhaite. J'ai été impressionné de voir que tous les ans depuis 1997, date de dépénalisation de la loi, il y a une commission qui fait des travaux tous les ans pour analyser ce que ça produit. Un tiers à... Parfois, la moitié des personnes qui ont demandé le produit ne vont pas le chercher. Et un tiers de ceux qui sont allés le chercher finissent par ne pas l'absorber. Ça veut dire que la volonté, pourtant exprimée, elle est encore fluctuante. Et je trouverais pas normal de ne pas respecter cette ultime ambivalence des hommes et des femmes. C'est ce qui me fait pencher sur un fondement plus éthique de l'assistance au suicide
que de l'euthanasie, où c'est un tiers qui répond à une demande. Enfin, c'est pas les pays qui ont dépénalisé l'euthanasie, on ne fait pas d'euthanasie à tour de bras, mais on répond à une demande, il y a toujours cette question de la demande, mais quand vous voyez que la demande est très ambivalente, même quand vous avez l'impression que ça correspond à la volonté, encore un appel à l'humilité autour de ces questions-là. Et néanmoins, donc tout ça pour vous dire que je pense qu'effectivement, si vous dites, il l'avait écrit il y a 5 ans dans ses directives anticipées, c'est nier la possibilité pour la personne de changer d'avis, entre guillemets. En revanche, ce qui sera toujours valable, c'est ces directives anticipées qui disent, si je suis dans cet état-là, ne traitez aucune des complications ou comorbidités qui aggraveraient mon état, n'engagez pas de traitement qui pourrait me maintenir plus longtemps en vie, artificiellement. Ça sera toujours valable. Et je pense que la loi, si elle évolue, n'effacera pas cette question des directives anticipées. Elle devra au contraire renforcer la place des directives anticipées, me semble-t-il, et de la personne de confiance que vous évoquiez tout à l'heure. On fabrique des situations complexes, il ne faut pas s'attendre à ce que la loi vienne résoudre toutes les questions. Ça serait une stupidité. Il y a des gens qui aimeraient cela, que tout soit simple, etc. Mais en fait, tout est compliqué. Mais ce sont des situations très complexes. Je ne vais pas faire le malin puis vous dire, ben voilà, ce qui se passe. Il y a des travaux de recherche qui ont été faits là-dessus. Vous m'excusez, je cite souvent la recherche, mais il se trouve que j'ai créé ce qu'on appelle la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie, parce que je trouvais qu'on débattait beaucoup, sans beaucoup d'arguments jusqu'à maintenant. Et donc je pousse beaucoup, et d'ailleurs dans le futur plan décennal des soins palliatifs, je peux vous dire qu'il va y avoir de la recherche. Parce que j'aime autant qu'on parle en connaissance de cause qu'en hypothèse de cause. Et en l'occurrence, ce qui se passe quand on arrête de nourrir quelqu'un qui n'est pas malade, entre parenthèses, c'est quand vous arrêtez de nourrir quelqu'un qui est à la fin de vie de son cancer, entre guillemets. Son cancer fait son œuvre, entre guillemets, l'évolution accélère les choses. Vous avez effectivement une mort qui ne survient pas très rapidement. Et vous arrêtez la nutrition, vous pouvez avoir une survie de quelques semaines. Ce qui peut apparaître très inhumain et ce qui peut apparaître très terrible pour les proches. C'est aussi pourquoi le législateur a considéré qu'il fallait non seulement arrêter la nutrition, mais aussi toute forme d'hydratation qui, on le sait, contribue à augmenter l'espérance de vie dans ces situations-là. Ce qu'on a montré, excusez, c'est des travaux un peu, c'est pas très glamour ce que je vous raconte là, mais c'est lorsque effectivement on arrête la nutrition artificielle et qu'on ne nourrit pas, qu'on ne met pas d'eau dans le sang, si je peux dire les choses comme ça, les gens meurent en 8 jours. Apaisés. Ça peut être 5, ça peut être 9, mais voilà ce qui est démontré. Pourquoi est-ce qu'on fait une sédation? Pourquoi est-ce qu'on endort quelqu'un qui est endormi? Parce que du coup, Vincent Lambert, pas de conscience, on arrête de le nourrir, on arrête de l'hydrater. Pourquoi est-ce qu'il faudrait l'endormir? C'est parce qu'on n'est pas sûr qu'il ne souffre pas. Et qu'on pense que la sédation, ça diminue la souffrance. Mais ça fait beaucoup de on pense, tout ça. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'incertitudes en médecine. Mais en tout cas, c'est une logique prudentielle qui nous fait dire, ça n'est pas parce que quelqu'un n'a plus de conscience qu'on peut affirmer qu'il n'a plus du tout d'éprouver d'une souffrance. Donc on l'endort le plus profondément possible, en sachant que le fait d'arrêter la nutrition, le fait d'arrêter l'hydratation, et probablement le fait de mettre un sédatif profond, accélère la survenue de la mort. Ben, bien sûr. Enfin, bien sûr. Je sais qu'à certains, ça pose problème. Il y a des personnes qui sont hostiles à ce qui est dans le droit actuellement, qui le sont encore plus si le droit évolue. Mais j'essaie de ne pas parler avec des références morales, mais avec des références éthiques, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, à partir du moment où nous sommes convaincus que l'arrêt des thérapeutiques qui contribuent à maintenir artificiellement en vie une personne est justifié éthiquement au regard de ce que l'on sait de la personne, de ce que l'on sait qu'elle voulait, de ses valeurs, à elle, pas celles des autres, pas les miennes, les siennes, il ne m'apparaît pas choquant, pour moi, qu'on participe à une accélération de la survenue de la mort. Voilà, c'est mon opinion que je vous donne là.
Opinion qui est aussi celle du Comité consultatif national d'éthique, qui avant d'écrire l'avis 139 dont je vous parlais tout à l'heure, on avait écrit un autre que j'avais aussi contribué à coordonner, qui était l'avis 121, où il avait introduit cette notion de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui a conduit à sa mise en œuvre dans la loi de 2016. Il y a une réalité autour de ces questions, c'est qu'on manque énormément de culture palliative. On discute et vous voyez la complexité de ce que je vous dis là. Hein. Et d'ailleurs, je vous le dis parce que je pense que c'est quelque chose qui doit se partager, la complexité. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup apprécié, moi, la Convention citoyenne. Là. Vous savez, ce débat avec 184 personnes, j'ai trouvé que c'était incroyable comment des gens sans culture, autour de ces questions-là, enfin, c'est pas faire injure aux personnes de dire cela, étaient capables, en venant pendant 11, 12 week-ends, sans manque d'un seul, s'acculturer, étaient capables de développer une expertise, une vraie expertise, qui les a amenés à rendre un avis, mais pas un avis monomorphe. Il y a au moins 3 ou 4 avis différents dans leur avis. Je ne suis pas d'accord avec tous, c'est pas le problème que je sois d'accord ou pas. C'est le problème qu'on n'arrive pas à se mettre, on n'arrivera jamais à être tous d'accord sur une question comme celle-ci. Mais en tout cas, ils le disent tous, je les ai encore eus parce qu'ils ont fondé une association, et parce que moi j'ai été auditionné et réauditionné par ces gens-là, mais ils nous disent on est moins clair maintenant qu'avant, mais on est bien plus content de ne pas être aussi sûr que ce qu'on était avant. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que cette question ne peut pas être simple. La loi n'enlèvera pas la complexité de ces situations. Elle ne résoudra pas toutes les situations, ce n'est pas l'objet de la loi. La loi, ça doit être un compromis entre une société à une époque donnée et le développement de la science autour de tout cela. Le moins mauvais compromis qui soit le plus respectueux possible des personnes, et en particulier des personnes les plus vulnérables, me semble-t-il. C'est comme ça que je conçois la place de la loi dans les démocraties en particulier. Donc, ces situations, Vincent Lambert, elles ne sont pas rendues simples par la loi. Elles sont rendues peut-être, elles nous obligent à rentrer beaucoup plus dans cette dimension de la question des limites. Les limites de la vie, les limites du savoir, les limites du supportable, les limites du sens. Et à la croisée de ces limites, comment on décide, comment on essaie d'œuvrer du moins mal que l'on peut pour trouver les moins mauvaises réponses. Et c'est souvent en dialoguant, avec, en s'appuyant sur des directives anticipées quand il y en a, avec la personne de confiance, avec les proches, avec les soignants. Avec les soignants, je dis souvent combien les aides-soignants, par exemple, ceux qui font la toilette des malades, ceux qui sont au contact de leur corps, ont des choses à nous apprendre tous les jours de ce qui se passe, que nous ne voyons pas, nous, les médecins. Donc c'est dans ce travail collectif que peut naître, on parlait d'éthique tout à l'heure, hein, la réflexion éthique, c'est une réflexion personnelle, une construction logique d'une opinion en situation complexe, mais qu'on va confronter à l'opinion des autres. Et à la croisée des regards différents, on trouve une réponse qui, on pense être la moins mauvaise pour une personne. Vous voyez toute la modestie qu'il faut mettre derrière tout ça et toute la rigueur qu'il faut mettre à la fois derrière tout cela. Et moi, je trouve que j'admire les gens qui sont sûrs d'eux. Enfin, je ne les admire pas, en fait. Mais ça m'impressionne toujours de voir des gens qui savent, au nom de leurs convictions religieuses ou parfois scientifiques. Moi, je pense que si l'on est un scientifique, ou si l'on est un sage, religieux ou pas d'ailleurs, on sait qu'on ne sait pas. Et donc, on écoute, on hésite, on argumente. Une décision en situation d'incertitude, elle doit absolument être argumentée, et argumentée par notre seule réflexion, et par une réflexion croisée. Moi, je plaide beaucoup pour que... Alors, je reviens à votre question, excusez-moi, je suis parti sur un autre... Oui, je trouve qu'on n'enseigne pas l'humilité. Oui, on n'enseigne pas l'éthique, la réflexion éthique. On enseigne la technique, la science. Et j'ai la chance d'être en bonne santé, mais les rares fois où je suis allé consulter un médecin ou un chirurgien, j'étais content de trouver une compétence en face de moi, technique et scientifique quand même, et pas quelqu'un qui me dise et si nous parlions un petit peu. Donc il faut à la fois des gens qui ont des vraies compétences techniques et scientifiques, puis il faut probablement, et quand je vous dis qu'il faut réfléchir à la réforme du système de santé, il faut aussi des professionnels qui ont une compétence éthique extrêmement importante. On ne peut pas, aujourd'hui, générer des situations d'une grande complexité et pas accompagner ça d'une réflexion.
voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, dans notre système de santé, soit on fabrique des situations insensées, parfois, en médecine, de survie insensée, soit on escamote toutes ces questions, voire on nie, on est contre, on est pour. Il y en a qui sont contre la sédation, il y en a qui l'utilisent n'importe comment. Bon, c'est un défaut, je ne juge personne en vous disant cela, enfin, mais je pense vraiment, c'est pour ça que je milite beaucoup pour réformer profondément les études des professionnels de santé. Ça prendra du temps, ça, hein, mais à force de dire que ça prend trop de temps, il faut pas, ben, on repousse toujours cette question, quoi, hein, donc, mais je le dis avec un certain espoir, hein, il se trouve que dans les fonctions que j'occupe, j'ai rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et elle accepte que nous nous attaquions à ces questions-là. Mais ça prendra du temps. Et il y a des inégalités. Et il y a des inégalités en matière d'accès aux soins palliatifs qui sont anormales, me semble-t-il. Il faut qu'on sorte de cette idée que c'est pas de la médecine ou que c'est pas ou que ça relève pas, c'est pas important, c'est pas aussi important que la science, etc. C'est faux. La souffrance humaine, c'est probablement ce qu'il y a de plus important dans notre société. Donc, il faut y accorder beaucoup d'importance. Je vous disais, je crois à la formation, je crois à la recherche, parce que je sais que c'est ça qui va produire des améliorations de notre pays. Si nous restons en démocratie et si on accepte effectivement de considérer que notre devoir dans nos sociétés contemporaines, c'est l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Je vous dis ça parce que j'en doute parfois. Quand je vois comment traîne la mise en place d'une politique d'accompagnement du vieillissement, comment j'ai vu et vécu les difficultés vraies d'une mise en œuvre effective d'une politique de développement des soins palliatifs, je me dis, parfois les priorités ne sont pas là. Mais c'est pour ça que je suis favorable au débat national sur ces questions. On voit bien, ça touche chacun d'entre nous, ces questions-là. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas des questions importantes, puisqu'on est tous concernés, et qu'on va tous mourir, excusez-moi. Donc autant qu'on s'arrête sur les choses qui sont importantes, me semble-t-il. Ce que vous dites est très juste. Hein. Les directives anticipées, c'est bien. Quand on arrive à les écrire, c'est même la preuve qu'on a cheminé à ce point qu'on a pu écrire quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas écrit de directive anticipée qu'on n'a pas pensé. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas écrit de directive anticipée qu'on n'en a pas parlé. Donc ça veut dire que ça fait appel à l'écoute. Notre métier, votre métier, c'est quand même de faire la part des choses et d'écouter ceux qui nous rapportent ou des propos ou qui nous témoignent par ce qu'a été la vie ou les valeurs de la personne, de préférence qui auraient été les siennes. Là, dans ce que je comprends de ce que vous me dites, elle a été prise en considération. C'est d'ailleurs ce qui faisait que il y avait un procès, parce qu'il y avait des paroles. S'il n'y avait pas eu de paroles, il n'y aurait pas eu de procès, puis il n'y aurait pas eu d'acte. Mais c'est parce qu'il y avait des paroles, et que ces paroles s'opposaient. Mais quand on ne laisse pas la parole aux gens, enfin je parle des proches, là, en l'occurrence, là, à mon avis, c'est quelque chose qui est un peu anormal. On ne peut pas considérer qu'un proche n'a rien à dire. En revanche, on ne peut pas considérer que ce que dit un proche, c'est à prendre comme de l'argent comptant. Vous êtes d'accord? Donc c'est dans cette tension-là que se situe le rôle d'un médecin. Mais lorsqu'on n'arrive pas à avoir un accord, vous voyez, je ne parle pas de consensus, mais je parle même d'un accord, qu'il y a autour d'une situation des regards différents, des opinions différentes, l'obligation que l'on a, c'est d'essayer de faire circuler la parole, de ne pas confondre des positions avec des certitudes, parce que
je suis pour que c'est vrai, ou je suis contre que c'est vrai, d'aller, dans notre rôle de facilitateur, d'aller analyser non pas les positions, mais les arguments qui les fondent, ces positions, et d'essayer de trouver un terrain d'entente. On n'y arrive pas toujours, hein, et quand on n'y arrive pas, eh bien, on n'a aucune raison de décider autre chose que ce qui doit privilégier la vie dans une éthique de l'incertitude, si je peux dire les choses comme cela. Et ça fait appel à une compétence qui doit se développer aujourd'hui quand il y a des désaccords, que ce soit au sein d'une famille ou entre une famille et un médecin. On voit bien aujourd'hui arriver des dimensions qu'on appelle la médiation autour de tout cela. On parle de médiation parce qu'il y a des situations complexes. C'est pas parce qu'il y a des abrutis qui s'engueulent. Mais on parle de médiation parce que les gens n'arrivent pas à trouver un point d'accord dans des situations complexes. Et que c'est un tiers, le médiateur, c'est pas, mais extérieur, qui n'est pas lié, ni le soignant, ni un proche, entre guillemets, qui va, et qui est formé à la médiation, qui va essayer de dénouer des situations comme celle-ci. Oui, mais je pense que par votre propos et votre insistance, vous prouvez qu'on essaie de faire du moins mal que l'on peut, avec les moyens qu'on n'a pas. Excusez-moi de réduire les choses à cette dimension-là, mais on fait comme cela. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se flagelle non plus, et si on n'arrive pas à trouver des terrains d'entente, on n'en est pas les coupables non plus. Parce qu'autrement, il ne manquerait plus que les soignants tombent malades. Non, mais je dis cela parce que c'est des sources de souffrance, ces situations-là. Il faut être clair. Hein. Donc il faut se faire aider aussi, hein, quand on est impliqué, je dis impliqué professionnellement dans des situations comme celle-ci, et que ça ne se dénoue pas, et que ça nous ravage en quelque sorte. Hein. On est dans l'humain, hein. C'est pas parce qu'on est un médecin qu'on n'est pas humain, enfin j'espère même que c'est l'inverse. Voilà. Parce qu'on est en situation de crise, parce qu'on est en situation de pénurie, parce qu'on génère, du fait de la médecine, des situations très complexes. Les maladies d'Alzheimer, c'est le fruit des conséquences du progrès. On augmente l'espérance de vie et on augmente corrélativement le nombre de personnes qui présentent des troubles cognitifs sévères. Avant, ils mouraient avant. Hein. On crée de la complexité puisqu'on crée des situations où les personnes sont même plus capables, en possibilité, de nous dire ce qu'elles ont envie. Donc on est dans la quintessence de la complexité. Décider tout seul face à une situation complexe, c'est mauvais. Parce que, alors là, il y a des travaux de recherche qui montrent que quand on décide tout seul, parce qu'on est médecin et que c'est complexe et qu'il n'y a personne autour de soi, ce qui guide nos pas, c'est pas la raison, c'est notre subjectivité, notre fatigue, nos représentations, etc. Donc, même si c'est difficile, même si on vit une époque, je trouve, pour les professionnels et pour les malades, qui est extrêmement compliquée en ce moment du fait de la crise globale de notre système de santé, ces situations-là ne doivent pas se dénouer dans une solitude du médecin. Il faut vraiment faire appel. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas si c'est possible. Je sais que vous parliez des réseaux. Je fais souvent référence aux équipes mobiles. Je ne sais pas si vous avez dans vos environnements des équipes mobiles que vous pouvez joindre, de gériatrie ou de soins palliatifs. N'hésitez pas à appeler des gens extérieurs quand il y a des situations comme celle-ci. Je ne sais pas si ça répond à votre question, ce que je vous dis, peut-être pas, mais faites appel, s'il vous plaît, à un tiers quand vous êtes confronté à des tensions comme celle-ci, parce que je pense qu'autrement, vous allez y laisser votre santé. Oui, bien sûr. Et puis en EHPAD, je me permets de vous le rappeler, il y a une obligation d'avoir passé convention avec une équipe mobile de soins palliatifs. Donc, sachez-le. Du coup, alors c'est pas toujours fait. Quand je vous dis ça, je vous donne peut-être un faux espoir, mais c'est une obligation maintenant, et ça va être encore plus dans le cadre de ce qui se met en place, pour permettre effectivement le dialogue là où c'est difficile. Et un tiers peut bien initier cette question. C'est pas réservé aux médecins, la question des directives anticipées, de la parole, heureusement d'ailleurs, parce que les médecins ne disent rien. Oui, c'est là qu'il y en a le moins. C'est là qu'il y en a le moins. Mais regardez comment c'est compliqué, si je peux me permettre. Hein. Je pense à un travail d'une étudiante d'un DU d'éthique, peut-être dans votre promo, qui avait fait cela avec moi, qui avait essayé
voir comment on peut appréhender la question des directives anticipées dans les EHPAD. Pas à l'entrée, puisque l'entrée est un choc dans les EHPAD. Je vous rappelle quand même que dans les EHPAD, 80% des résidents qui s'y trouvent ont souhaité ne jamais s'y trouver. Et qu'ils s'y trouvent, non pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc ce n'est pas une bonne ambiance pour parler des choses complexes. Et des travaux, dont certains que j'ai pu coordonner, montrent que dans les EHPAD, ce dont on ne parle pas, c'est de la fin de vie et de la mort, quand on est un professionnel. Et quand on interroge les résidents, même travail en miroir, ce qui importe le plus, ce qui envahit le plus la pensée des résidents, c'est la question de la mort et de la fin de vie. Pourquoi n'avons-nous pas développé dans les EHPAD une culture de l'approche, de la question, de ce qui concerne le plus les personnes? C'est compliqué, je ne dis pas que c'est simple, hein, voilà, ça serait, mais c'est vraiment une priorité, me semble-t-il, parce que des questions comme celles que vous témoignez là, témoignent d'une forme d'inculture. Je ne juge pas hein, quand je dis cela, hein, qui serais-je pour porter des jugements d'ailleurs, hein, mais d'une inculture, d'une insuffisance de réflexion et de culture autour de ces questions, me semble-t-il. Soit un papier libre, soit vous pouvez le... Il y a un document de la Haute Autorité de Santé tout fait, qui existe. Je vous recommande d'aller de le diffuser, parce qu'il est bien fait. Oui, vous en faites autant de photocopies que vous le souhaitez. Vous le donnez à tous ceux dont vous pensez qu'ils pourraient être... voilà. Et puis je pense qu'il va falloir là très vite le mettre dans le dossier médical. Il faut le mettre dans le dossier, si vous avez un dossier médical partagé, il faut le mettre dans le dossier partagé. Ouais, il faut qu'il soit accessible. Ouais. Ah ben, Madame parlait des EHPAD. Je me souviens d'une personne dans un EHPAD qui avait écrit des directives anticipées. C'est un monsieur qui se trouvait en EHPAD parce qu'il avait fait un accident vasculaire cérébral et qu'il avait une hémiparésie qui ne lui permettait plus de rester seul chez lui. Il ne voulait pas aller en EHPAD, mais c'est lui-même qui avait dit « je ne peux pas rester chez moi et donc je vais là où je n'ai pas envie d'aller, mais j'y vais par défaut ». En revanche, je vous écris tout de suite, parce que c'est déjà limite supportable pour moi d'être aussi dépendant. Si je fais une seconde attaque, je demande qu'on ne m'hospitalise pas, et quand bien même on m'hospitaliserait, qu'on ne me fasse aucun autre traitement que de m'endormir, jusqu'à ma mort. Il a fait un deuxième AVC, et on a retrouvé, une fois qu'il était mort, 6 mois après avoir eu pas mal de traitements, on a retrouvé la lettre dans laquelle il a mis ses directives anticipées qu'il n'avait pas données. Donc, pour votre question, diffusez largement. Pour l'instant, non, mais à mon avis, à la faveur du débat là, qui est ça va probablement être une... enfin, on va faciliter l'accès aux directives anticipées sur un fichier national. Oui, oui, oui. Quand il existe, il faut le mettre. Hein. On s'arrête là ? Écoutez, merci s'il y à a vous. encore des questions. Bon, ben merci beaucoup. Merci.